La météo vous a été présentée par l'ASEF, Association au service des fonctionnaires et agents du service public. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Vous êtes sur France 3 Alpes. Voici les titres de ce journal. 4 personnes ont été interpellées après les dégradations survenues à Chambéry mardi soir. Nous reviendrons sur cette soirée au cours de laquelle une trentaine de jeunes encagoulés a incendié containers à poubelles et voitures. Nous irons à Cognien-les-Gorges, en Isère, où il y a 40 ans, on accueillait des milliers de boat people, des réfugiés venus du Laos, du Cambodge et du Vietnam. Et puis, dans la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie, c'est à nouveau la période de la limitation de vitesse à 110 km/h. Nous verrons si cette mesure a un réel impact sur la qualité de l'air. De grands titres à la une de l'édition nationale tout à l'heure à 19h30. Le malaise des vigiles. Très sollicités depuis les attentats, ils se disent épuisés, mal reconnus et mal rémunérés. Certains sont obligés de cumuler plusieurs petits boulots. Et puis les pesticides en question, 2 domaines viticoles du Bordelais ont été mis en examen pour avoir répandu des produits chimiques trop près d'une école. Mais d'abord, des pains au chocolat à 15 centimes. Cette gaffe de Jean-François Copé a fait la une de l'actualité. Et bien à la Tour du Pain, dans le Nord-Isère, un artisan pâtissier a pris au mot le candidat à la primaire de la droite. Jérôme Ducrot, Vincent Apprend. Juste pour rire, sa blague a fait mouche sur les réseaux sociaux. Depuis quelques jours, dans le magasin de Michael Vermar, à côté du pain au chocolat traditionnel, à 95 centimes, il y en a de plus petits, vendus 15 centimes. Un clin d'œil pour la bourde de Jean-François Copé. L'artisan pâtissier ne s'attendait pas à faire le buzz. Ça a bien marché, les gens sont surpris, c'est souvent ironique comme sourire. C'est un peu quelque chose qui a fait le buzz dans les actualités. Avec cette erreur, bon, tout le monde en fait, hein. Mais c'est vrai que c'était assez rigolo, je pensais pas que ça suivrait comme ça. Et ça fait bien rire les clients, mais tous reprochent le décalage des hommes politiques avec la réalité. Ah oui, ça m'a énormément fait rigoler quand il a fait ça, parce que ça faisait immédiatement rapport à la petite bourde de l'homme politique, qui est donc qui n'a pas trop conscience des réalités, donc là c'était vraiment marrant. Ouais. 15 centimes pour un pain au chocolat, je pense qu'il ne doit pas en acheter souvent, des pains au chocolat. Mais ils sont un peu dans leur monde, là, où ils ne doivent pas se rendre compte de ce qu'est la vie de tous les jours, en fait, je pense. Les viennoiseries partent comme des petits pains, mais ça ne rapporte rien. Perdant, non, on n'y gagne rien, voilà, c'est tout. Donc, voilà, on le fait justement pour faire sourire, et puis on ne peut pas faire que pleurer dans la vie. Donc, voilà, on a décidé d'en rire. L'artisan pâtissier va continuer à fabriquer ses petits pains au chocolat, version Copé, pendant 15 jours. Je vous le disais en titre, 4 personnes ont été interpellées après les dégradations survenues à Chambéry-le-Haut mardi soir. Les suites de cette nuit agitée avec Xavier Schmitt et Nathalie Rapuc. Du bitume calciné sur la place principale du quartier. Ce sont les traces des violences survenues dans la soirée de mardi entre 18 et 21 heures. 20 à 30 individus ont incendié des poubelles et une voiture, là où se trouve une caméra de surveillance. Les pompiers agressés avec des projectiles n'ont pu intervenir qu'après l'arrivée de la police. Le maire de Chambéry souligne la gravité des faits, mais en les ramenant à leurs proportions. Les informations de départ qui circulaient sur les réseaux sociaux faisaient état de 5 incendies dans le quartier. Or, en fait, il y a eu le feu de 5 poubelles au même endroit, à l'angle de l'avenue d'Annecy et de la rue des Cévennes. On n'est pas tout à fait dans la même proportion. Il n'empêche que ces faits sont graves. Ces faits visaient vraisemblablement à détruire une caméra de vidéosurveillance qui est installée là depuis plus de 3 ans, qui a déjà été dégradée. Des incendies de poubelles s'étaient déjà produits la veille, la nuit d'Halloween. Mardi, les dégradations ont empiré dans ce quartier périphérique de 12 000 habitants. Finalement, 4 personnes, toutes mineures, ont été interpellées et placées en garde à vue au commissariat. Parmi ces 4 mineurs interpellés et placés en garde à vue, 3 sont âgés de moins de 16 ans. Le procureur de la République de Chambéry nous l'a indiqué, il va ouvrir une information judiciaire pour destruction volontaire par incendie et violence avec arme contre les forces de l'ordre. Dans l'actualité de ce jour, un corps a été retrouvé à Pont-de-Beauvoisin, en Savoie. Le cadavre d'un homme que les hommes du PGHM de Modane ont découvert au cours d'un survol en hélicoptère alors qu'ils recherchaient une personne disparue.
Un nouveau préfet arrive en Haute-Savoie. Georges-François Leclerc quitte le département après 4 années au cours de lesquelles il a défendu plusieurs dossiers, les bouquetins du Bargy ou encore le centre des congrès d'Annecy. Et c'est Pierre Lambert, un préfet des Côtes-d'Armor, qui lui succède à Annecy. Il y a 40 ans, les Boat People étaient accueillis dans le petit village de Cougnin-les-Gorges, en Isère. 3000 réfugiés venus du Laos, du Vietnam ou du Cambodge. Tout le mois de novembre, une biennale retrace leur histoire et rend hommage à cet exemple de solidarité, bien d'actualité. Jordan Guéant, Dominique Semé. 30 ans qu'elle n'était pas venue ici, dans ce centre qui l'a accueillie. Dani, sa mère et sa fille arrivaient alors du Cambodge. J'ai vécu la guerre de Pol Pot. La guerre civile, voilà. J'ai quitté mon pays à pied. Ceux qui n'ont pas peur de l'eau, qui sont quittés en bateau, voilà. Mais moi, j'ai traversé des chambres de mines. Ici, Dani est restée 6 mois avant de voler à nouveau de ses propres ailes et redevenir aide-soignante. Pourquoi la France? Il y a la liberté, la paix et la culture, c'est important. Ici, j'étais heureuse. Comme Dani, ils furent 3000 à transiter ici. Cambodgiens, Laotiens ou Vietnamiens, tous en exil pour fuir la guerre, échapper aux dictatures communistes et retrouver un peu de répit dans des centres comme celui-ci. Ça s'est passé tout naturellement. C'est vrai que quand on vit le contexte actuel et puis qu'on a connu ce qu'on a connu, c'était totalement différent. Ici, personne ne s'est posé des questions. Ça s'est fait vraiment naturellement, quoi. Notre culture, elle n'est pas unique. Notre culture française, depuis les Gaulois, on a évolué quand même. Et justement, elle s'est faite par tous ces apports successifs. Et c'est là qu'il faut continuer à enseigner ça. Voilà. Pendant 15 ans, la population a ainsi doublé dans le petit village sans jamais causer le moindre problème. Une histoire aujourd'hui remise à l'honneur dans le cadre d'une biennale baptisée Traces, une série de spectacles, de projections, de messages dans toute la région. On sait qu'aujourd'hui, il y a un chômage de masse dans les sociétés européennes, il y a une tentation sur le repli identitaire, et c'est une manière de réfléchir sur ce qui fait société, et que nos sociétés se nourrissent toujours, nécessairement, de la présence de l'autre. Des festivités lancées dès ce matin avec un atelier culinaire, car dans ce petit bout d'Isère, on le sait, la cuisine est le plus universel des langages. Et puis cette information à lire sur notre site internet alpes.france3.fr. D'importants moyens ont été déployés sur une aire d'autoroute à Saint-Michel-de-Maurienne en Savoie. Après une fuite de produits toxiques détectés sur un poids lourd, plusieurs spécialistes en risques chimiques se sont rendus sur place. C'est l'un des endroits les plus pollués de France. La vallée de l'Arve connaît chaque année des pics de pollution très élevés. C'est pourquoi une limitation de vitesse à 110 km/h sur autoroute a été décidée en 2012. Une mesure dont le bilan doit être dressé. Quel est son impact réel sur la qualité de l'air? Des éléments de réponse avec Maxence Regnault et Ariane Combe. La mesure est devenue habitude dans la vallée de l'Arve. À chaque hiver, sa réduction de 130 à 110 km/h sur l'autoroute A40. L'objectif, depuis sa mise en place en 2012, diminuer le taux de pollution dans la vallée. Les automobilistes sont donc pointés du doigt, tout comme le chauffage au bois des particuliers. Pourtant, en 4 ans, presque rien n'a changé. Il va falloir cibler qui pollue en faisant des analyses beaucoup plus fines sur les rejets de chacun. Et il n'y a pas qu'un seul coupable. Les mesures du plan de protection de l'atmosphère sont d'ailleurs multiples et touchent de nombreux acteurs. Les transporteurs interdits en cas de pic extrême, les industries limitées dans leurs rejets. Selon les associations, c'est donc la mise en œuvre qui a posé problème. Aucun suivi ni aucun ajustement n'ont été faits depuis 2012. Le PPR prévoyait une évaluation tous les ans, de manière à réviser les mesures qui ont été prises et pouvoir les augmenter éventuellement. Donc on est en fait en 2016, bientôt 2017, avec rien. En 4 ans, le PPA aurait donc seulement permis de compenser l'augmentation de la population, mais pas de baisser le taux de pollution. Un fait, la vallée de l'Arve reste l'un des lieux les plus pollués de France. S'il y avait une mesure miracle, évidemment on l'activerait. Mais on se rend compte que c'est l'addition de toutes les mesures, à la fois obligatoires et volontaires, qui marche. Si on agit que sur les industriels, ce n'est pas suffisant, que sur les transporteurs, ce n'est pas suffisant non plus, que sur les particuliers, ce n'est pas suffisant. Donc on essaye bien d'agir sur les trois ensemble.
Le PPA de 2012 prendra fin l'an prochain. Les acteurs de la vallée vont donc se retrouver pour discuter d'un nouveau plan. En attendant, une manifestation contre la pollution est d'ores et déjà prévue le 19 novembre prochain. Pollution dans la vallée de l'Arve, pollution aussi dans le bassin grenoblois. Pour en parler, nous accueillons à présent Alain Fraissinet. Bonsoir, vous êtes le vice-président de l'Automobile Club dauphinois. Avec vous, nous allons revenir sur cette mesure entrée en vigueur hier à Grenoble, les vignettes anti-pollution pour les voitures. Mais avant d'en parler, votre réaction sur le reportage qu'on vient de voir, la limitation de vitesse et son impact sur la qualité de l'air, vous en pensez quoi ? J'ai tendance à dire qu'on a toujours habitude de réglementer et que ce serait bien des fois qu'on essaie de faire appel aussi au sens civique des gens. Conduire aujourd'hui une voiture avec une climatisation, c'est aussi en fait surconsommer, donc surpolluer. Ne pas respecter les distances de sécurité, c'est aussi faire l'accordéon et donc être à l'initiative d'embouteillage, c'est aussi polluer. Donc, gérer des fois des choses simples sont des fois plus efficaces qu'une réglementation punitive. C'est-à-dire améliorer le comportement des automobilistes, oui, tout à fait. Conduire de façon plus fluide, par exemple ? Oui, par exemple. D'accord. Justement, c'est une autre mesure donc anti-pollution, un dispositif national qui donc vient d'entrer en vigueur à Grenoble, les pastilles de couleur pour les voitures, pour les usagers que vous représentez. C'est une mauvaise mesure. Pourquoi cela ? D'abord parce que c'est une mesure qui est très injuste. C'est une mesure d'abord qui va être certainement difficile, on va dire, à vérifier, surtout si on ne les achète pas, boutade mise à part ou demi-boutade même mise à part. C'est injuste parce qu'on ne roule pas dans un véhicule ancien géré par plaisir, c'est souvent par manque de moyens. Deuxième chose, c'est qu'en fait on roule avec des véhicules diesel aujourd'hui qui ont été, je dirais, presque prescrits par nos gouvernements successifs et qu'aujourd'hui en fait ce parc de véhicules diesel sera demain invendable. D'accord, mais pour réduire la pollution, c'est tout de même une cause de mortalité très importante en France. Et à Grenoble, on sait qu'il y a énormément, on le sait, il y a eu des études, énormément de personnes décèdent à cause de la pollution. Qu'est-ce que vous proposez alors pour diminuer cette pollution ? En fait, c'est clair que la voiture participe, on va dire, à la pollution. Mais je pense qu'en fait, là aussi, il y a de l'éducation à mettre en place. Quand on parle aujourd'hui de transports en commun, les transports en commun ne sont pas toujours très adaptés. Dès qu'on habite la périphérie, qu'on habite un petit peu loin, qu'on travaille tôt ou qu'on travaille tard, les transports communs ne correspondent pas. Donc je crois qu'il faut se poser les questions peut-être dans le bon sens aussi. Est-ce que les transports en commun, c'est dans la culture française ? Franchement, pour l'instant, on a du mal encore. Mais les transports en commun sont dans la culture, mais la voiture aussi est dans la culture française. Un peu trop, oui. Oui, bien sûr. Et le mode d'emploi, ça vous semble clair ? Le nombre de vignettes, il y en a 6, ça vous semble clair ou pas ? Non, ça paraît compliqué, et puis ça paraît, dans certains cas, je dirais presque que ça peut paraître stupide. Souvent, en fait, un couple, à 2 véhicules, une grosse berline diesel récente, et puis un deuxième petit véhicule essence, rarement même d'ailleurs, qui lui est plus ancien. Et donc ces jours-là, on va prendre la grosse berline plutôt que la petite citadine. Je ne suis pas sûr qu'on y gagne au change. Est-ce que vous allez acheter votre vignette et si ce n'est pas indiscret, elle va être de quelle couleur votre vignette ? Vous roulez comment ? Je roule avec beaucoup de véhicules et je roule surtout beaucoup en moto. Vous avez plusieurs véhicules ? Et c'est pas très écolo, ça ? Alors, je suis ce qu'on appelle un youngtimer. C'est-à-dire ? Donc ce sont des véhicules, qui deviennent des véhicules de collection, des véhicules des années 80. À côté de ça, ça c'est pour les véhicules personnels. Après, j'ai une société et j'ai un véhicule entre guillemets professionnel. Et là aussi, on peut regretter que l'incitation fiscale soit sur le diesel. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Fraissinet, d'avoir répondu à nos questions. Pour le coup, c'est la première cause de mortalité prématurée en France, le tabac. Ce n'est pas très gai, mais bonne nouvelle tout de même, sa consommation recule. Si vous avez envie d'arrêter, eh bien c'est le moment, parce qu'en novembre débute le mois sans tabac. Reportage au CHU de Grenoble, Aurore Trespeux, Gilles Ragry. Combien de temps après votre réveil vous fumez votre toute première cigarette ? Pas longtemps. Moins de 5 minutes. Moins de 5 minutes, très bien. Pour la première fois, Virginie Saez consulte un tabacologue. Elle a commencé à fumer à 17 ans et n'a jamais réussi à s'arrêter, malgré plusieurs essais. Aujourd'hui, c'est avant tout pour sa famille qu'elle commence son sevrage, surtout pour sa fille. Elle avait vu la publicité à la télé du mois sans tabac du mois de novembre et elle m'a dit pourquoi t'en profites pas pour arrêter. Et je lui ai dit que c'était prévu justement, que j'avais rendez-vous aujourd'hui. Certains jours, la jeune maman fume jusqu'à 40 cigarettes. 2,56%, vous voyez comme moi que vous êtes dans la zone rouge. Cet appareil vient de mesurer le taux de monoxyde de carbone présent dans les poumons de Virginie.
À 2,56%, elle fait partie des fumeurs très dépendants. Et puis on refera l'évaluation. La première consultation, le premier contact avec le patient n'a qu'un seul objectif. Créer une alliance thérapeutique avec le patient, lui faire comprendre qu'on est à leur disposition pour les accompagner dans leur démarche de sevrage en fonction de leurs objectifs. S'il fallait se fixer un objectif pour dans un mois, qu'est-ce que vous pourriez vous fixer comme objectif? Il y en a 2. Et Cesser totalement ou pas dépasser 3. Comment ça s'est traduit? Lionel Teffin fume depuis 47 ans. Lui non plus n'a jamais réussi à arrêter. On appelle ça l'exploration. Disons que maintenant, c'est plus pour des raisons de santé que j'arrête de fumer. J'ai déjà eu deux pontages liés au tabac, donc il faut peut-être que je fasse quelque chose. Le mois sans tabac est lancé au niveau national jusqu'au 30 novembre. L'occasion peut-être d'écraser sa dernière cigarette. Les chats, attendrissants ou bizarres, c'est le sujet de notre série cette semaine. Pour le 3e volet, on les retrouve dans un endroit où on ne les attend pas, dans les bars. Une drôle de mode venue du Japon qui débarque à Grenoble. Gilles Ragri, Franck Serroni. Si vous parlez couramment les langues orientales, vous avez déjà compris. Neko veut dire chat en japonais, donc le Neko Café, c'est tout simplement un bar à chats. Bonjour. Un petit peu de gel antiseptique pour pouvoir caresser les chats ensuite. Merci. Du coup, c'est en compagnie de Harry le Bengale, en tête-à-tête. Harry le Bengale, Madeleine la Maine Coon, ou bien encore Noé, le Turc de Vannes. Le Neko Café est peuplé de félins de race, et les clients viennent consommer au milieu de ces seigneurs. Ça va, vous avez assez de place? Ça vous dérange pas? C'est bien. Mais les humains ne doivent surtout pas oublier le concept. De plus en plus, Ils ne sont que de passage dans la maison des chats. Non, non, il n'y a pas de problème. Je voulais un café qui ressemble en fait à un appartement, à un lieu de vie pour chats. Je veux que mes chats soient heureux. Donc c'est pour ça que ça ressemble un peu à une maison. Voilà, il y a des canapés, il y a des rideaux aux fenêtres. Ils peuvent se faire les griffes sur les poufs s'ils veulent, comme à la maison. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir un café convivial, c'est-à-dire que les gens sont assis, ils prennent tranquillement leur boisson, mais également ils peuvent bouger, discuter entre eux, aller voir un chat. J'ai un Bruno Sésame. D'accord. Et ici, même les bagels portent le nom des habitants de la maison. Bruno, par exemple, c'est le nom du bagel végétarien et d'un petit chartreux. Ou bien encore Marcel, un bagel au blanc de poulet, en hommage à la peau presque lisse de ce drôle de chat, le sphinx. Une race de chat sans poils. Dans les années 60 au Canada, c'est une chatte européenne qui a mis toute une portée de chats sans poils. Donc l'homme a gardé le gène pour créer cette race qui est quand même assez récente. Mais ils vont très bien, ce ne sont pas des chats malheureux, mais ils sont surtout très 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 affectueux. Il existe un joli mot pour décrire le sentiment de bien-être que les visiteurs peuvent ressentir en présence des chats. La ronron-thérapie. Ici, Vanessa et sa fille sont au paradis. C'est très apaisant, donc il faut rester dans le respect de l'animal, bien sûr, c'est le chat qui vient à vous. Et le fait de les caresser, de pouvoir admirer en plus des races qu'on n'a pas forcément chez soi, c'est très plaisant en tout cas, oui. Il est l'heure pour Harry de se dégourdir les pattes dans les rues du centre-ville. Le Neko Café n'est pas unique à Grenoble. On peut même dire que la ville a été prise de la fièvre féline. Le Cat's Coffee a dégainé en premier au mois de juillet et tout s'est enchaîné. Un peu plus loin, le Charabika, lui, développe un concept à part. Les hôtes à moustache sont cette fois des chats de la rue et ils peuvent être adoptés par les clients. Des chats de la rue, mais comment sont-ils sauvés? Vous le saurez demain en suivant la fin de notre série. Allez, direction Montélimar à présent, où se tient une nouvelle exposition de Ben, l'artiste français roi de la formule et de la provoque. Le musée d'art contemporain Saint-Martin s'intéresse notamment à son travail sur la langue et la culture occitane. Et comme une marque de fabrique, l'humour est toujours bien présent. Reportage Grande Région, Elina Veil et Guico Chaplin. Je suis ce que je suis. Ben annonce la couleur, le rien, le tout. Le temps qui passe, la peur du vide, l'ego souvent, l'ego surtout.
C'est intéressant de voir un artiste qui a pour devise qu'il est ce qu'il est et que l'ego, ce qui détruit l'art et en même temps ce qui le remet à flot, je veux dire ce qui lui permet d'avancer. Vous voyez ce que je veux dire? On voit très bien. Autre salle, autre thème, l'impérialisme, les effets de mode, ce qu'on nous propose de penser. Ça vous inspire ce que vous voyez? Celui-là en particulier, non. Non. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres tableaux qui, donnent des choses simples à penser et pourtant on ne prend pas le temps d'y réfléchir au quotidien. Les écritures blanches sur fond noir 80 par 80 de Ben sont connues dans le monde entier. Une autre partie de l'œuvre du seul artiste français exposé de son vivant au MoMA, consacrée aux questions identitaires, culturelles et linguistiques, est moins connue. Je découvre que Ben s'est beaucoup intéressé à l'identité occitane. Visiblement, c'était un de ses combats. Et je suis en train de lire toute une série de panneaux sur lesquels il pose des questions. Une vingtaine de prêteurs, le Mamac de Nice, la galerie Lee Art, des fracs des quatre coins de l'Hexagone ou des collectionneurs. L'idée est de sortir du cadre et de présenter d'autres œuvres que celles connues du grand public. On voulait présenter un Ben très différent, un artiste ayant réalisé des performances, de la figuration, également des œuvres sur tout support, sculptures, estampes, œuvres originales. Tout cela nous a donné la Ben attitude et envie de jouer un peu nous aussi. Nous affirmons donc, il faut faire l'amour, mais parfois il faut négocier. Avec ou sans sa langue, peu cher. Mais finalement, ne pas savoir, ne serait-ce pas tout savoir ? Avant de se quitter, ce programme à voir sur France 3 Alpes. Enquête de région, notre émission d'investigation est consacrée cette semaine aux Jeux paralympiques de Rio, mais aussi au trafic d'héroïne qui sévit à Annecy. Une enquête de notre équipe au Savoyarde, dont voici un extrait. Un jour de printemps, en plein cœur de l'agglomération d'Annecy. Ouais, t'es où? Je suis au Pont Neuf là, moi. Je suis à la pharmacie là. C'est toi qui es en vélo là? Il est en vélo ton ami? Ah ok. Équipé d'une caméra discrète, Nicolas, toxicomane depuis 15 ans, veut nous montrer avec quelle facilité il fait ses courses. L'échange avec le garçon à vélo se poursuit quelques centaines de mètres plus loin. Ça va? Ah ouais? Tous les jours ici. Hein. Ah ouais? C'est bon matériel? Oui, bon. Il paraît qu'il est très bon matériel, il paraît. Très bon. Il m'a dit ton chef bien matériel. Très bien, on va vous donner à l'argent. Ah ouais? À l'argent. Ouais? À l'argent tout de suite, mon ami. Le matériel dont parle Nicolas, c'est de l'héroïne, vendue par un très jeune garçon d'origine albanaise. Les transactions comme celle-ci sont très fréquentes à Annecy. Le trafic empoisonne la ville depuis 3 ans. Très peu cher, la poudre brune est disponible dans quelques coups de fil. Des fois, t'as la queue au plan, t'as 10-15 personnes qui attendent, quoi. C'est de la vente agressive, c'est du harcèlement. Quelle est l'ampleur de ce trafic? Qui le contrôle? Comment en est-on arrivé là? On a maintenant une pieuvre qui s'étend, précisément pour se rapprocher du consommateur. Quand t'en as pas, t'as la chiasse, t'as mal au ventre, t'as chaud, t'as froid. C'est ça l'enfer avec l'héroïne. Les forces de l'ordre ont-elles les moyens de démanteler ces réseaux? Il ne faut pas oublier que derrière ce commerce, il y a encore des gens qui meurent. L'héroïne, le poison d'Annecy, c'est ce soir dans Enquête de région à 23h15. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous en rappelle l'information principale. 4 personnes ont été interpellées après les dégradations survenues mardi soir à Chambéry-le-Haut. Une petite trentaine de jeunes encagoulés a incendié des containers à poubelles ainsi qu'une voiture. Après cette nuit agitée, le calme est revenu, une enquête est ouverte. Demain, vous retrouverez Daniel Despin pour le prochain journal. Ce sera à midi. Bonne soirée à tous.